tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire un gros Q&A, mais surtout concernant les finances personnelles. Donc ça, c'est le genre de vidéo que j'aime faire occasionnellement parce que ça permet de parler d'une foule de sujets, mais surtout de répondre à vos questions que vous avez peut-être pour moi. Donc la semaine passée, j'ai publié sur Instagram une petite boîte, puis vous avez pu inscrire vos questions. Donc, dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions concernant les finances personnelles. Donc, juste avant d'aller un peu plus loin, je tiens à préciser que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est vraiment mon avis personnel selon ma propre expérience et mes propres points de vue. Et surtout, je ne suis pas conseillère financière. Donc, en aucun cas, ce qui est présenté dans cette vidéo, ce sont des conseils financiers. C'est vraiment seulement ma propre expérience. Donc, comme d'habitude, si jamais vous avez des soucis concernant vos finances personnelles, je vous invite à consulter des spécialistes reconnus dans votre ville. Donc, la première question que j'ai reçue, en fait, ça comporte deux questions. Je vais commencer par la première. Comment définir son budget course par semaine? Donc, comment on fait en fait pour savoir quel montant on est censé dépenser à l'épicerie par semaine? Ça dépend d'un paquet de facteurs, ça dépend également de l'endroit où on habite. Par exemple, dans le nord du Québec, les prix sont exorbitants versus les prix ici en région. Même Montréal versus les villes en région, parfois il peut y avoir des fluctuations de prix. Mais ce que je pourrais recommander de faire, c'est de regarder en fait quel est votre budget actuel d'épicerie. Donc, je sais pas, si vous êtes une personne seule, peut-être c'est 75 par semaine. Donc, à partir de ce moment-là, ça c'est votre budget sans faire attention, c'est le budget comme naturel que vous avez. Eh bien, c'est de regarder peut-être de couper votre budget de 5 10 15 un peu toutes les semaines jusqu'à temps d'arriver au budget qui pour vous fait du sens et surtout qui respecte vos finances personnelles. Sinon, il y a quelques règles également qu'on peut trouver sur le web sur quel est le montant qu'on devrait dépenser en épicerie par semaine. Selon une institution financière, ça devrait représenter entre 5 et 15% de notre budget net, de l'argent de notre salaire net, c'est-à-dire. Donc, tu sais, ça peut varier énormément. Et aussi, je tiens à préciser, ça dépend de notre grandeur, ça dépend de notre métabolisme, ça dépend à quel point on fait du sport également. Donc, c'est vraiment un sujet très large. Les réponses sont très nombreuses, mais si jamais vous êtes quelqu'un qui cherche à économiser, je commencerai par ça. Juste d'analyser vos dépenses actuelles et essayer de diminuer un peu plus jusqu'à temps que vous soyez à l'aise avec ça, mais que vous mangez bien et équilibré également. Ensuite, des astuces pour réussir à épargner. Eh bien, j'en partage déjà une tonne sur mon blog et sur mes réseaux sociaux, mais je vous dirais que de tout simplement d'évaluer sa situation actuelle et de faire du ménage dans sa vie de manière générale, ça va permettre de savoir où va notre argent, comment on dépense nos sous et à partir de ce moment-là, de redéfinir nos priorités et de couper, en fait, d'enlever les dépenses qui nous sont ou qui nous semblent superflues. Tu sais, je pense habituellement à tout ce qui est abonnement de magazine, abonnement à des plateformes en ligne. Ça peut être l'abonnement au gym si on y va presque jamais. Tu sais, plein de petits trucs comme ça, des abonnements puis qui peuvent coûter une dizaine de dollars tous les mois. Mais c'est en accumulant toutes ces petites dépenses que ça fait une grosse différence. Ensuite, une autre question sur quelle action investis-tu? Donc ici, on traverse dans le sujet de la bourse. Donc ça, c'est une question qui revient assez régulièrement et je trouve ça bien en fait qu'elle me soit posée parce que c'est quelque chose que je voulais expliquer, mais j'avais comme jamais l'occasion ni la place en fait pour le faire. En fait, si je ne vous parle pas de bourse, ni de placement financier, ni de placement boursier et ainsi de suite, c'est vraiment parce que je ne veux pas vous influencer dans vos propres choix et dans vos décisions. Puis, tu sais, moi-même, je me considère très novice en la matière, très débutante. Donc, je me verrais mal, en fait, vous conseiller ou vous dire, moi, qu'est-ce que je fais alors que je sais même pas trop qu'est-ce que je fais. Donc, en ce moment, je commence à m'informer, je fais des essais, des erreurs. J'achète également des actions qui font du sens pour moi, mais la réalité, c'est que la bourse, dans les 2 dernières années, ça a tellement été spécial, ça a tellement été des grosses fluctuations, ça a tellement été, c'est ça, spécial et particulier que je ne veux pas m'avancer sur le sujet, mais si je peux vous donner quelques-unes de mes stratégies, en fait,
c'est que moi, de la façon que je fonctionne pour la bourse, je vais vraiment juste mettre l'argent que je suis confortable de mettre, dans le sens, c'est pas de l'argent que j'ai besoin pour vivre, ni c'est pas de l'argent que je vais avoir besoin prochainement pour concrétiser un projet. Donc, c'est vraiment mon argent de superflu et de l'argent auquel je ne tiens pas vraiment. Donc, ma tolérance au risque est très élevée, qui fait en sorte que peu importe ce qui arrive avec cette somme-là, je suis vraiment indifférente. Donc, tu sais, par exemple, je crois il y a quelques mois, mes investissements faisaient moins 18%. Actuellement, je suis environ à moins 10 ou moins 9%, donc ça l'a remonté un peu. Puis, moi, dans le fond, l'argent que je place, c'est vraiment du très, très long terme. Donc, je mets mes sous là, puis je vais y retourner dans 15-20 ans en espérant que ça allait bien fonctionner et en faisant des petits ajustements au fur et à mesure. La prochaine question, commencer un budget, des trucs. Donc, j'en ai parlé juste un petit peu avant, mais j'en parle également dans mon livre Vivre avec moins pour faire place à l'essentiel et dans mon atelier Simplifier la vie plus en détail. Mais si je peux en aborder un petit mot ou deux, moi je trouve que vraiment la meilleure astuce, c'est de sortir ses relevés bancaires des 3 derniers mois et de classer ces catégories de dépenses en différentes catégories. Et ça permet vraiment en fait d'avoir un portrait de nos habitudes de dépenses, de savoir c'est où notre argent, elle va, mais surtout de nous donner la claque au visage qui peut être nécessaire, surtout lorsqu'on dépense énormément dans des catégories de dépenses superflues comme le café, le fast-food, l'habillement, les vêtements, les sorties et ainsi de suite. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est tout simplement de se construire un budget réaliste, mais qui va nous permettre en fait de libérer de l'argent de surplus un peu plus tous les mois pour épargner davantage ou rembourser ses dettes plus rapidement possible. La prochaine question, salut Vicky, comment tu gardes la motivation pour épargner? Et c'est une très bonne question. Donc maintenant, c'est depuis 2018 que j'ai remboursé l'entièreté de mes dettes. Donc, ça fait maintenant 4 ans que je vis sans dette et que j'épargne un peu plus tous les mois. Et depuis 4 ans, en fait, j'épargne un maximum tous les mois. Et si je le fais, c'est vraiment pour rattraper mon retard que je juge perdu en lien avec mon endettement et le remboursement de mes dettes. Donc, ça fait déjà un bon moment que j'épargne un fort pourcentage de mes revenus tous les mois et jusqu'à présent, en 2022, j'épargne 58% de mes revenus nets. C'est une moyenne des 8 premiers mois de l'année. Donc, c'est quelque chose que je suis assez contente et assez fière. Mais comment on fait pour garder la motivation au fil du temps? Eh bien, c'est simple. Chaque année, au mois de janvier, je m'assois et je me fixe des objectifs financiers pour l'année selon les différents projets que j'ai et les différents projets que je veux concrétiser. Donc, par exemple, pour nommer quelques objectifs d'épargne que j'ai en ce moment, j'épargne pour acheter un prochain bien immobilier. Donc, c'est ma première source de motivation. Également, j'aimerais m'acheter une petite roulotte de 13 ou de 16 pieds. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir pour faire du camping encore plus longtemps pendant l'été. Donc, en se fixant des objectifs et en visualisant notre vie souhaitée future, on connaît notre pourquoi, puis on sait pourquoi on va peut-être couper un peu dans les dépenses ce mois-ci dans le but d'un objectif futur. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment ma première stratégie qui fait en sorte que je reste motivée. Aussi, de toute façon, je ne serais pas heureuse si je dépensais 90-100% de tous mes revenus. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé en fait dans mon cheminement vers une vie plus minimaliste. Donc, maintenant, j'ai tellement appris à vivre avec moins et à trouver en fait ma satisfaction et mon bonheur dans les petites choses du quotidien que je ne ressens plus le besoin de dépenser à outrance. Puis surtout, je trouverais tout simplement que ça serait du gaspillage aujourd'hui de dépenser autant et d'acheter autant de choses. Donc, en réduisant mon budget, maintenant, je suis vraiment contente lorsque j'achète quelque chose ou que je fais une activité parce que j'ai vraiment attendu et j'ai été patiente avant d'acheter cette chose. La prochaine question, c'est des partenaires ne faisant pas du tout le même salaire, paiement 50-50 quand même ou en proportion du salaire. Donc ça, c'est vraiment une question très personnelle, mais je sais que c'est une question qui revient souvent dans les couples et dans les familles. Je vais vous parler en fait de ma vision et nous, qu'est-ce que nous faisons. Actuellement, avec mon conjoint, on paie tout
50-50, c'est vraiment ce qui nous convient actuellement, puis on trouve que ça fonctionne très bien comme ça. Mais je connais des personnes qui avaient vraiment une grande différence de salaire ou tu sais, qui avaient des enfants dans l'équation, une hypothèque et un paquet de facteurs qui entraient en jeu. Et à ce moment-là, peut-être ça peut être intéressant d'ajuster le pourcentage en fonction de ces différents facteurs. Donc, si par exemple, je prends en exemple quelqu'un qui gagne 40 000 dans un couple et l'autre partenaire gagnerait 100 000 et en plus, ces deux personnes-là ont des enfants ensemble. Bien, je trouve que ça serait peut-être juste équitable de payer peut-être au prorata des revenus nets et de s'ajuster en conséquence, mais encore une fois, c'est vraiment très personnel, ça varie vraiment d'une famille et d'une réalité à l'autre, mais c'est ce que je pense du sujet. La prochaine question, comment faire diminuer sa facture cellulaire? Puis ça, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que moi-même, j'applique des petites stratégies pour garder ma facture de cellulaire assez basse tous les mois. Donc, juste avant, je veux juste spécifier qu'ici en Amérique du Nord, les forfaits cellulaires sont beaucoup plus chers qu'en Europe. Donc, je sais que des fois, vous n'êtes pas au courant, mais c'est une réalité. Donc, attention au prix. Je sais que, amis françaises, vous allez être choqués. Donc, par exemple, ici au Québec, il n'est pas rare de payer 100 $ par mois pour son forfait cellulaire qui souvent vient avec un téléphone qui est comme inclus dans le prix. Ces forfaits-là, c'est sur une entente souvent de 2 ans. Donc, pendant 2 ans, tu paies le même montant par mois et à la fin des 2 ans, ton appareil cellulaire est à toi et est remboursé. Donc, moi, qu'est-ce que je fais pour payer moins concernant mon abonnement cellulaire? Souvent, c'est que je vais aller chercher des téléphones qui sont fournis avec le forfait qui sont moins chers. Donc, souvent, je ne vais pas chercher le dernier téléphone qui est sorti, mais je vais aller chercher le modèle que ça fait peut-être 3 ans qui est sur le marché. Donc, déjà là, en partant avec mon contrat de 2 ans, des fois, je vais payer 0 $ pour mon cellulaire plutôt que de payer un prix de base de 500 ou 600 $ par exemple. Également, je vais aller chercher un forfait qui est plus petit et qui représente mieux mes besoins. Donc, plutôt que d'aller dans les gros forfaits qui contiennent beaucoup de gigs de données, eh bien, je vais aller vers des forfaits plus simples qui contiennent moins de gigs de données. Ensuite, mon autre astuce, c'est une fois que mon téléphone est payé, donc je vais passer à un forfait qui s'appelle Apporter votre téléphone. Donc, à ce moment-là, tu vas économiser environ de 20 à 30-35 $ par mois sur ton forfait parce que tu as déjà ton téléphone, donc tu n'as plus besoin de payer pour ton appareil. Ensuite, une autre astuce, c'est que moi, environ une fois par année, je téléphone à mon fournisseur de cellulaire pour essayer de voir quelles sont les nouvelles promotions, s'il y a des promotions en cours et de regarder pour faire diminuer mon forfait. Donc, par exemple, dans la dernière année, une fois, j'ai appelé mon fournisseur et j'ai réduit ma facture de moitié simplement en faisant un appel. Donc, je suis passée d'un forfait avec une entente de 2 ans à un forfait cellulaire que tu apportes ton téléphone. Donc, c'est vraiment un forfait mois par mois. Et en plus, la compagnie m'a donné des rabais additionnels sur mon forfait. Donc, ça m'a permis de diminuer drastiquement ma facture de téléphone. Également, une petite astuce pour avoir moi-même travaillé dans le domaine des cellulaires par le passé en tant qu'emploi étudiant. Moi, j'ai remarqué que les meilleures promotions sur les cellulaires, c'est parfois à la rentrée scolaire, au Black Friday ainsi qu'au Boxing Day. Donc moi, personnellement, je regarde tout le temps dans le coin du Black Friday parce que c'est vraiment là que je trouve que les meilleures promotions sur les forfaits, mais également sur les cellulaires. La prochaine question, c'est as-tu des assurances vie? Donc actuellement, oui, j'ai des assurances vie et d'ailleurs, maintenant qu'on a une hypothèque, j'ai une assurance vie sur l'hypothèque, mais également j'ai une assurance vie via le travail de mon conjoint. Donc, étant donné qu'on est conjoint, j'ai accès à ces assurances avec son travail. Sinon, en tant que travailleur autonome et si j'étais célibataire, qu'est-ce que je ferais concernant les assurances vie? En fait, tant et aussi longtemps que on n'a pas d'hypothèque ou d'enfant, moi, personnellement, je ne serais pas portée à prendre des assurances vie privées, mais ça dépend encore une fois d'un paquet de facteurs qui sont bien personnels. Moi, personnellement, dans mes antécédents de famille, on a une très bonne santé. Je touche du bois, mais je suis pas le type de personne qui risque d'être très malade dans ma vie. On touche du bois. Donc, moi, personnellement, je vois pas l'avantage de prendre des assurances vie maintenant qui coûtent plusieurs dizaines, voire des centaines de dollars tous les mois. Mais je sais pour des personnes qui
qui sont sujettes en fait à avoir des maladies ou des cancers et des choses comme ça. Ça peut être avantageux de prendre des assurances vie tôt dans la vie, mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qui varie énormément. Mais je vous dirais que de manière générale, tant qu'on n'a pas d'hypothèque et pas d'enfant et qu'on a assez d'argent dans son compte pour payer peut-être ses dettes ou des choses comme ça, je trouve que ça vaut pas nécessairement la peine. La prochaine question, c'est comptes-tu ta part d'hypothèque sans les intérêts dans ton pourcentage d'économie par mois? Donc souvent, on dit en fait qu'une hypothèque, acheter une maison, acheter un duplex et tout, c'est un investissement immobilier, c'est comme une épargne forcée. Par contre, moi, je considère pas ça dans mon épargne personnelle. Donc, en fait, l'hypothèque que je paie ici tous les mois pour le duplex, c'est plutôt une dépense courante dans mon budget plutôt qu'une épargne. Donc, ce n'est pas inclus dans mon pourcentage d'épargne tous les mois. La prochaine question, selon toi, il faudrait payer nos dettes avant d'économiser ou les deux en parallèle? Donc ça, c'est une très bonne question, puis je vais vous partager, moi, qu'est-ce que j'ai fait lorsque j'avais encore mes dettes. Donc, en fait, au début, là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est lorsque j'étais endettée puis que j'ai vraiment eu ma prise de conscience, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis arrangée pour accumuler dans mon compte courant l'argent nécessaire pour payer les dépenses du mois suivant. Et ça, c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui. Donc là, on est au mois de septembre, donc tout l'argent que je gagne en septembre va me servir à payer les dépenses du mois d'octobre. Donc, à partir du moment que j'ai commencé à avoir de l'avance dans mes finances personnelles, un mois à l'avance, c'est comme le moment que j'ai commencé à être capable de respecter mon budget et à arrêter de m'endetter un peu plus tous les mois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis constitué un fonds d'urgence de 1000$ vraiment pour servir en cas d'urgence. Un coup que j'ai eu mon argent un mois d'avance pour payer mes dépenses ainsi que mon fonds d'urgence de 1000$, c'est là que j'ai commencé à rembourser mes dettes et à partir de ce moment-là, chaque fois que j'avais un peu d'argent de surplus, ça allait tout le temps directement dans mes dettes, ce qui m'a permis de rembourser l'entièreté de mes dettes en 23 mois alors que j'étais principalement encore aux études. Et finalement, la dernière question, c'est payer sa maison plus vite ou investir. Donc ça, encore une fois, ça dépend vraiment de notre point de vue par rapport à ça. Moi, personnellement, je pense que c'est mieux de payer sa maison vraiment au fil du temps. Surtout en ce moment, les intérêts, ils sont très bas, malgré qu'ils ont augmenté dernièrement. Mais au début de l'année, on parlait d'un taux hypothécaire de 2,30%, voire 2,4%. Donc, c'était très bas. Donc, lorsque les taux d'intérêt sont aussi bas, ça peut être plus avantageux de placer son argent, par exemple, sur les marchés boursiers ou de faire différents investissements parce que les rendements sur les marchés boursiers et les rendements sur nos investissements immobiliers peuvent être plus importants. Donc, je ne sais plus c'est quoi là, le taux moyen concernant la bourse là, des dernières années, mais je sais que c'est, je crois, entre 7 et 10%. Alors, lorsque la bourse performe aussi bien, c'est plus intéressant de placer son argent en bourse que de payer sa maison plus rapidement. Mais là, encore une fois, ça dépend vraiment d'un paquet de facteurs. Si pour vous, payer votre maison rapidement, pour vous, c'est une sécurité d'esprit, une sécurité financière et tout, et une tranquillité d'esprit, eh bien, je vous dis, ben, c'est ça qui est le plus important. Être bien dans sa situation financière, être bien avec son esprit et ses finances personnelles, c'est toujours ce qui est une priorité plutôt que d'avoir une hypothèque et de stresser si jamais il arrive quoi que ce soit dans les prochaines années. Donc voilà, c'est ce qui conclut les questions concernant les finances personnelles que vous m'avez posées sur Instagram. J'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais j'ai essayé de faire un condensé avec toutes les questions que j'ai reçues. Donc j'espère que ça répond à quelques-unes des questions que vous aviez et que peut-être ça vous inspire par rapport à vos finances personnelles. Donc là, je suis en train de faire le montage de cette vidéo-là, puis en fait, entre-temps, j'ai continué de recevoir de vos questions, puis il y avait vraiment des bonnes questions qui m'ont été posées. Donc, si vous aimeriez avoir une partie 2, je vous invite à me le dire dans les commentaires, puis si jamais vous êtes assez nombreuses, eh bien, je vais faire une partie 2 à ce Q&A sur les finances personnelles. Donc, encore une fois, tout ce qui a été dit dans cette vidéo, c'était vraiment mon avis personnel et qu'est-ce que j'ai vécu moi, et en aucun cas, ça représente des conseils financiers. Donc, si jamais vous avez besoin d'un coup de main ou que vous avez des questions additionnelles, je vous invite fortement
à consulter un spécialiste reconnu dans votre région. Et également, comme d'habitude, vous le savez, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer j'aime. Et si vous aimez les sujets comme la simplicité, le minimalisme, les finances personnelles et tous ces autres beaux sujets connexes, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, merci beaucoup tout le monde et je vous souhaite une belle semaine. Bye!